Alors d'abord, la définition de l'assertivité, c'est quoi? Donc je la pose directement comme ça on sait exactement de quoi on parle. C'est la capacité à exprimer ce qu'on pense, ses idées de façon claire et avec affirmation, sans pour autant que l'autre se sente remis en cause dans ses propres idées, dans ses propres pensées. Et c'est vrai que ça, souvent, c'est quelque chose qui est compliqué. On voit bien que ça peut friter, surtout quand justement on a en face de nous des gens qui sont vraiment très différents. Et on voit bien que comment conserver cette posture qui va faire qu'on va être capable d'entendre ce qui va venir de l'extérieur, que ça ne va pas nous impacter, tout au moins que notre comportement ne va pas montrer qu'il peut y avoir une agression ou quelque chose, parce qu'on voit bien que forcément la façon dont on va réagir va aussi conditionner la qualité de la relation qu'on va mettre en place. L'idée de l'assertivité, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir ce dialogue-là. Et on va aller voir un peu plus en détail justement. Alors on va déjà planter le décor en fait. Dans la notion d'assertivité, il y a quoi? Il y a un émetteur, un récepteur ou plusieurs récepteurs, et puis il y a un contexte aussi. Et ça, c'est important de considérer le contexte, parce qu'il a un vrai rôle à jouer, et surtout, ce qui va se passer pendant cet échange va aussi avoir un impact sur le contexte. Donc c'est bien de comprendre un petit peu ces trois éléments. On va les revoir tout à l'heure. Alors pourquoi? Moi j'aime bien aussi quand on fait les choses, savoir pourquoi on fait les choses. Parce que c'est bien gentil de dire il faut que je sois assertif, mais ok, mais c'est quoi l'objectif en fait de l'assertivité? Parce que c'est un vrai sujet, c'est pour ça que l'assertivité, c'est pas quelque chose qui se décrète comme ça, c'est vraiment une vraie volonté de développer une posture d'assertivité, comme on va développer des compétences sur autre chose. Donc ça nécessite de savoir, d'avoir finalement un objectif qui est suffisamment stimulant et suffisamment important pour nous, pour se dire que ça vaut la peine de se mettre en place et de mettre les efforts nécessaires. Donc la première chose, c'est que l'assertivité, ça apporte beaucoup plus, ça crée un climat de confiance, parce que ça ouvre la possibilité à chacun d'avoir cet espace d'expression, et sans jugement, justement, tout au moins sans réaction émotionnelle qui font penser qu'il peut y avoir un jugement. Et ça, c'est vrai que forcément, quand on se sent en confiance, ça libère énormément la parole. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui commence à vous raconter des choses et dit mais je ne sais pas pourquoi je raconte tout ça. Et en fait, de façon intuitive, naturelle, vous avez créé un climat de confiance qui fait que la personne, elle dit les choses sans même que vous ayez besoin de même de lui poser des questions. L'idée de l'assertivité, c'est ça, c'est de réussir à créer cet espace de confiance qui va permettre justement de nourrir la relation. La deuxième, c'est que l'assertivité va permettre de créer beaucoup moins de résistance chez votre interlocuteur aussi, quand vous allez annoncer des choses qui sont peut-être un peu bloquantes, difficiles pour lui à entendre, que forcément, si ce climat de confiance il est créé, s'il est accueilli dans ce que ça crée émotionnellement chez lui aussi, il va avoir tendance naturellement à lâcher beaucoup plus vite, alors que plus vous allez aller contre sa résistance, essayer de forcer les choses, et plus il va bloquer en fait. Donc c'est vraiment l'élastique comme ça, c'est qu'à un moment donné, l'élastique, si vous tirez d'un côté et lui tire de l'autre, en fait, ça va pas le faire, alors que si vous lâchez, l'élastique tout seul, il arrête de tirer. Et puis le troisième point, ça crée tout simplement un équilibre relationnel. Et ça, je trouve que c'est vraiment un des points majeurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dominant, il n'y a pas de dominé. On arrive à créer un espace vraiment d'échange qui soit vraiment le plus sain possible, et que même ça soit entre parents, enfants, managers, salariés, c'est-à-dire qu'il y a une fonction qui est là, mais humainement, il y a un équilibre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement et d'a priori sur parce que la posture est telle, tu es supérieur à moi ou je suis inférieur à toi. Donc c'est vraiment d'être capable de mettre ça en place, et forcément en face, l'autre ne se met pas non plus dans cette posture quand vous l'incitez à aller se mettre dans un équilibre avec vous. Alors donc pour qui? Donc on revoit cette dame que j'aime beaucoup, je trouve qu'elle a une super tête. Alors d'abord c'est pour soi, qu'est-ce que ça développe chez nous l'assertivité? Ça permet de développer tout simplement du leadership. Quand on est quelqu'un d'assertif, on a cette capacité à inspirer, à entraîner naturellement les gens, parce qu'on a cette capacité donc justement à créer de la confiance. Donc ça veut dire que naturellement, on fait adhérer les gens à qui on est, et ils ont envie de nous suivre. Parce qu'ils se sentent bien en notre compagnie, parce qu'ils se sentent entendus, parce qu'ils se sentent reconnus. Et naturellement, le leadership se met en place. Et puis ça fait gagner de l'efficience, parce que forcément, moins vous avez à lutter contre les résistances, et plus vous gagnez du temps pour pouvoir vous mettre en action, poser des actions et avancer. Donc pour soi, c'est déjà quelque chose de très sain.
ça demande aussi du travail d'affirmation, ça demande à développer chez soi une vraie écoute de soi et donc une vraie posture et un vrai ancrage. Pour l'autre, chez lui, par extension, comme je le disais, ça crée la reconnaissance parce qu'il se sent reconnu grâce à votre posture, il se sent entendu puisque vous lui offrez un espace d'expression où il peut dire les choses sans forcément qu'en face il y ait de la résistance, il y ait des contre-arguments, etc. Et puis surtout, ça le fait grandir parce que de la même manière que quand vous avez des gens qui vous inspirent, ils vous tirent vers le haut et donc ça veut dire que plus vous avez une posture de leadership, et plus autour de vous, vous allez plus entraîner les gens aussi à s'inspirer de qui vous êtes, et ils vont aussi avoir envie de grandir parce que vous devenez un modèle d'inspiration. On a tous des modèles d'inspiration, je suis sûre que vous en avez aussi. Des gens que vous voyez, vous dites « Ah là là, mais j'adore cette personne, comment elle se présente, j'adore comment elle parle, comment elle... » Et on a envie, en fait, on tend vers les gens qui nous inspirent. Et puis troisième, ces fameux petits contextes, en fait, c'est quoi? C'est le système. Et ça, c'est super important. C'est que l'assertivité, c'est bon pour votre système à vous. Notre système interne, on a des système nerveux, système digestif, système neuronal, de pensée, etc. Et en fait, l'assertivité, ça permet juste d'accompagner notre système à s'aligner. C'est-à-dire que l'assertivité, dans la mesure où permet de dire les choses, de libérer notre parole en lien avec qui nous sommes, en lien avec nos émotions, en lien avec tout ça, et c'est vrai que ça assainit notre système et ça permet aussi à notre énergie de circuler, ça nous évite de nous épuiser. Donc c'est déjà bon pour notre propre système. Et puis pour l'environnement, ça crée quoi? Ça crée un climat qui est beaucoup plus sain, forcément, puisqu'on n'est pas dans des réactions émotionnelles, dans des échanges violents, etc. On est vraiment dans cet espace de parole, d'échange et d'écoute. Ça crée beaucoup plus de coopération, parce que vous pouvez le faire avec vos équipes, si vous avez des équipes, mais en tout cas, après, au sein même des équipes, quand il y a de la coopération, parce qu'ils ont développé une posture assertive, ça veut dire que ça libère aussi de la créativité, parce qu'on ose exprimer ses idées, on ose penser différemment, et les autres sont prêts à entendre aussi des choses différentes, à bouger un peu les lignes de la façon dont ils voient les choses. Et forcément, c'est extrêmement riche aussi, puisque là, on va aller chercher aussi les complémentarités, les différences des gens. Et donc, ça amène beaucoup plus de performance aussi dans une entreprise, parce que ça ouvre un peu les œillères, en fait, tout simplement. Ça va jusque-là? Ouais. Si vous avez une question, n'hésitez pas, vous la gardez pour tout à l'heure, vous la notez, puis on reviendra dessus. Alors, c'est génial l'assertivité, soyons tous assertifs, Et là, vous allez me dire, c'est gentil, mais on fait comment? C'est ça, en fait, la vraie question que je me suis posée, mais c'est pourquoi est-ce que c'est si peu présent? C'est qu'est-ce qui fait que on a beau savoir que cette posture existe, on a beau savoir qu'il y a des gens qui se remettent, c'est qu'est-ce qui fait qu'elle est aussi peu présente? Et là, on va aller regarder un petit peu. Imaginez une réunion de service. Moi, j'ai travaillé 20 ans en entreprise, donc autant dire que quand on est salarié, vous êtes tous entrepreneurs? Oui, tout le monde est entrepreneur, non, sauf Françoise. Donc quand on travaille en entreprise, forcément, oui, il faut aussi apprendre à parler avec des gens. Et on observe en fonction des situations, des comportements quand même très très variés, et je trouve que c'est toujours intéressant. Alors, le service, il se passe quoi? On sommes dans une entreprise qui vend des parfums d'intérieur, ça s'appelle Brume, c'est une belle entreprise. Et cette entreprise qui vend des parfums d'intérieur, le service communication, inspiré de son ancien métier, a créé une nouvelle charte graphique pour l'entreprise et donc a décidé de la présenter au directeur marketing qui leur avait demandé de retravailler là-dessus. Ils présentent la charte, ils sont contents de pouvoir présenter le travail accompli, etc. Ils ont un petit peu d'appréhension parce qu'ils ne savent pas trop comment le directeur va réagir. Et puis le directeur leur dit non mais ça ne va pas du tout, ça répond, on ne ressent absolument pas les valeurs d'entreprise. Et là on a donc 4 personnes en face. Quentin, lui, qui est jeune, embauché dans la boîte, il regarde le truc et puis il se met en mode repli, il dit rien, il ne réagit pas. Karine commence à dire non mais c'est bon, attends, c'est facile aussi de dire toi on t'a pas vu pendant toutes les semaines où on a bossé dessus, alors c'est facile à l'être de venir critiquer. Stéphane, lui, va commencer à dire ouais, enfin, bon, des valeurs, il y a des valeurs dans la boîte. Et puis Hélène dit quand je t'entends me dire ça,
Ça me gêne un petit peu parce qu'à plusieurs reprises, on t'a invité en réunion et à aucun moment tu n'y es venu participer à la création. Donc en fait, je ne suis pas surprise que ça te déplaise. Donc c'est un petit peu différente position. On va revenir dessus tout à l'heure, mais on voit bien que il va y avoir, il y a une phrase, et puis en face, il y a 4 postures. Il y a eu un impact en fait chez ces différentes personnes, et il y a eu 4 façons de gérer cet impact. Qui est la plus assertive? Hélène. Ouais, Hélène est plus assertive. Bravo, un point. Vous pouvez rajouter un point sur le. Alors, c'est quoi les points de blocage de l'assertivité? Vous allez voir qu'en fait, finalement, c'est comme une espèce de suite naturelle qui s'est en place. Le premier blocage, et moi j'en reviens toujours à ça, c'est pour ça que c'est le truc que je travaille le plus avec les gens, c'est un manque d'estime de soi. Ce manque d'estime de la part duquel celui qui alors en fait la personne qui voudrait toute personne qui ne parvient pas à être assertive en fait. C'est un manque d'estime de soi. Alors après on voit qui va par contre s'exprimer d'une façon différente, mais en tout cas le nœud de base c'est là. Ça crée quoi? Ça crée une gestion émotionnelle qui va être défaillante. Et derrière, ça va développer de l'individualisme. Et en fait, c'est une espèce de suite assez logique des choses que je vais vous décrypter juste après. Ça ressemble à un mécanisme de protection, ça. C'est ça, en fait. On va voir. C'est exactement ça. On va voir un petit peu justement c'est quoi. Et moi, j'aime bien vraiment toujours, je dis que je fais la spéléologie intérieure parce qu'en fait, moi, ce que j'aime, c'est vraiment aller à la racine du truc. Parce qu'on peut toujours... comme du lait que vous allez mettre dans une casserole, vous allez mettre sur le feu. Si vous mettez une casserole alors que vous mettez un couvercle alors qu'il est prêt à bouillir, ça ne va pas l'empêcher de bouillir. Il faut vraiment apprendre à éteindre le feu dessous. Moi, je vais éteindre le feu et on va vraiment aller à la racine. Le postulat de base, en fait, et je crois que c'est quelque chose qu'on doit apprendre à développer, mais qu'on n'a jamais appris, c'est que notre plus grande responsabilité en tant qu'être humain, c'est d'apprendre à répondre à nos besoins. Ça paraît bête. C'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas. Depuis qu'on est enfant, quand on naît, en fait, on n'est pas capable de le faire tout seul puisqu'on n'est pas autonome. Donc, nos parents, notre mère, notre père, grands-parents, etc., nourrissent nos besoins. On a faim, on veut manger, on nous inscrit à l'école, enfin bref. Et en fait, de façon un peu inconsciente, on commence à s'habituer à ce que l'extérieur nous nourrisse. Et même si on développe notre autonomie, il y a toute une part de nous, de nos besoins, qu'on n'apprend pas parfois à nourrir tout seul. Et on attend de l'extérieur qui nourrisse ces besoins-là. Et c'est souvent là que ça pêche. Alors, c'est quoi les 4 besoins fondamentaux dans la construction identitaire? Donc, ces besoins, alors il y en a beaucoup des besoins, mais vraiment, c'est ceux qui vont construire notre identité. Le premier, c'est d'être aimé. On a tous besoin d'être aimé et on court après ce besoin, on cherche à tout prix à être aimé. On a besoin d'être valorisé pour ce qu'on est, valorisé pour voilà, ce qu'on fait aussi. On a besoin d'être entouré. Donc ça, on est vraiment dans ce besoin d'appartenance. Et puis, on a besoin d'être en sécurité. Et en fait, on se rend compte que dans les moments de notre vie où on n'est pas forcément bien, ça vient systématiquement taper dans un de ces besoins-là. Et moi, ce que j'entends souvent dans les gens qui viennent me voir et qui sont mal dans leur environnement professionnel, une des premières choses qu'elles me disent, c'est moi, j'ai besoin d'être reconnue. J'ai pas de reconnaissance. Quand on voit bien que la reconnaissance, c'est la valorisation. Et en même temps, pourquoi ils quittent pas leur boulot? Parce qu'ils ont peur de ne plus être en sécurité, parce qu'ils ont plus avoir de salaire. Donc, l'idée, c'est d'aller à chaque fois, aider la personne déjà à ne pas attendre de l'extérieur, donc à se valoriser elle-même, et puis surtout à développer sa propre sécurité, peut-être de façon différente. Mais on revient vraiment à la source. Donc, comment ça se passe à la construction identitaire? C'est intéressant un petit peu de décrypter, c'est assez simple, finalement. J'aime bien simplifier les choses, donc c'est peut-être pour ceux qui sont très très pointus, ils vont peut-être trouver que c'est simpliste, mais bon, moi je trouve que moi, ça parle au plus grand nombre. Donc, notre construction identitaire, c'est entre 0 et 8 ans à peu près. Et à ce moment-là, on commence, il faut savoir que notre cortex, qui est devant, le cortex préfrontal, il se construit jusqu'à 25 ans à peu près. Donc ça veut dire que quand on est un enfant, on est vraiment une éponge. Et on absorbe en fait tout ce qui vient de notre environnement. Donc on a des millions de stimulations en permanence. Et on capte des choses et puis on commence à les intégrer. Donc déjà, on a un héritage qui est parental, mais qui est transgénérationnel aussi.
quand on parle de l'épigénétique, hein, on voit bien que nos cellules portent aussi des informations et dont on hérite de façon inconsciente et puis surtout non voulue. Hein. Donc, il y a aussi toutes les notions de loyauté inconsciente, etc. Donc tout ça, ça arrive et puis on porte ça. Il y a tout notre entourage familial et amical qui aussi a des discours, des croyances, nous transmet des choses, des visions de la vie, des visions sur le monde, des visions sur nous aussi. Et c'est ça qui, à ce moment-là, nous importe. L'école, bien sûr, je ne sais pas comment s'est passée votre scolarité, mais forcément, pendant l'école, il y a des moments où on entend des choses qui ne sont pas forcément très chouettes, hein, et mine de rien, on les capte et on les intègre et on les transforme. C'est ça aussi qui crée la vision qu'on a de nous-mêmes. Et puis la société qui nous envoie en permanence des modèles. Là, je suis contente qu'il y ait un monsieur, parce que des femmes, autrement. Et c'est vrai que les femmes, on voit bien qu'on est encore parfois enfermés dans ces modèles qui sont des modèles culturels et que nous-mêmes, naturellement, on ne se rend même pas compte qu'on s'est enfermé dedans. Qu'est-ce qu'on doit faire, c'est quoi être une bonne mère, être une bonne épouse, être une bonne professionnelle, etc. Et on s'empêche de faire des choses, etc. Donc ça va avoir un impact sur nous. Et en fait, c'est ça qui va créer notre estime de soi. Donc l'estime de soi, il y a 3 piliers. Il y a la vision de soi. La vision de soi, on parle d'image de soi aussi. C'est à quel point ce que je suis profondément correspond à ce que les gens voient de moi. Et d'ailleurs, c'est souvent comme ça qu'on perçoit les différences. Il y a des gens comme ça, dans un certain environnement, ils montrent une image d'eux, mais en fait, quand on les connaît dans le privé, c'est plus du tout les mêmes personnes. Et il y a quand même un décalage dans l'image de soi. L'amour de soi, c'est à quel point j'apprécie la personne que je suis, mais dans toutes ses facettes. C'est-à-dire que souvent, les parts de nous, on n'aime pas trop, et puis voilà, on a du mal à dire ouais, ça c'est bien, ou même quand on se regarde dans la glace, des fois, hein, passé un certain âge, voilà, donc, et puis la confiance, c'est à quel point j'ai confiance dans mes capacités à faire face, dans mes ressources pour faire face à tout ce qui va se passer. Donc l'estime de soi va se construire sur ces 3 piliers-là, et quand il y a un pilier qui n'est pas solide, forcément, l'estime de soi, elle est un peu bancale aussi. On peut avoir confiance en soi et peu d'amour de soi aussi. D'accord ? Donc on n'est pas obligé de se développer sur les 3 aspects. Quand on parle de gens qui ont un ego, entre guillemets, surdimensionné, est-ce qu'il y a un des piliers qui est plus fort que les autres, ou tout ça est en XXL ? On va voir après. Justement, on parle d'ego juste après, donc peut-être ça va répondre à ta question, et puis sinon on en reparlera tout à l'heure à ce moment-là. En fait, l'idée, c'est de comprendre que quand on a une estime de soi défaillante, c'est un peu comme si on était coupé en deux. C'est quoi ce truc ? C'est massacre à la tronçonneuse. D'un côté, en fait, il y a toute une part de nous dont on est fier et qu'on veut absolument valoriser. C'est-à-dire qu'on a compris dans notre construction identitaire, on a eu le sentiment, parce que c'est toujours une notion de perception, on a toujours eu le sentiment que quand on se montrait de cette manière-là, le retour qu'on en avait permettait justement de combler nos besoins. Si, voilà, qu'est-ce qu'elle est sage et tout, on s'aperçoit que quand je suis sage, tiens, je suis valorisée, je suis aimée pour ça, donc je vais nourrir ça. Et je vais surtout essayer de me montrer au maximum comme ça, parce que j'ai le sentiment que comme ça, je vais nourrir un besoin. D'accord ? Et puis de l'autre côté, à l'inverse, il y a des parties de nous dont on a honte. Donc on va essayer plutôt de les cacher. Alors le mot, il est fort, hein, donc, mais ça montre bien que parfois, il y a des parts de nous, on n'a pas trop envie. Moi, ce que je vois beaucoup, c'est notamment la notion de... ça, c'est en lien aussi avec ce qu'on appelle des drivers, hein, je ne vous en parle pas là, mais c'est aussi un sujet important. C'est, et chez les hommes, c'est très présent, surtout, c'est il faut que je sois forte tout le temps. C'est-à-dire que je ne m'autorise jamais à avoir la faiblesse, je ne m'autorise jamais à être vulnérable, je ne m'autorise jamais à être dans ma sensibilité, parce que ça se fait pas. Et là, d'un point de vue culturel, souvent c'est un peu entretenu comme ça, que les hommes, ça doit être costaud, ça doit être fort, et ça ne pleure pas, etc. Donc en fait, on va s'empêcher de se montrer dans cette vulnérabilité. Est-ce que vous êtes d'accord ? Complètement. Sauf que là, ça veut dire qu'on nie une part de nous. Et en fait, surtout, ce qui est important, c'est que quand on met de l'énergie à cacher une part de nous, c'est de l'énergie qu'on ne met pas au contraire, essayer de se développer soi en tant qu'individu. Donc en fait, là, on est vraiment à l'encontre du développement de soi-même et du développement d'une posture qui peut aller vers l'assertivité. Donc cette lutte intérieure, elle va se traduire de 3 manières. Elle va se traduire dans l'avoir, le faire et le savoir. C'est-à-dire, je vais essayer d'avoir des choses. C'est-à-dire, donc j'ai des diplômes, j'ai une belle maison, une belle voiture, j'ai une belle femme aussi.
Voilà, parce que bah, ça se voit, tout le monde me voit, et c'est une façon, c'est à travers ça que je montre aussi la valeur qui est la mienne. Je vais faire des choses, oui. Ça marche pas dans l'autre sens. Si ça marche Il y a un dans l'autre mauvais- sens, ça peut marcher dans Ah, l'autre d'accord, sens, merci. aussi, bien sûr. Ouais. Je suis dans la caricature, il ne faut pas hésiter à souligner, pas de souci. Donc dans le faire aussi, donc bah, je fais plein de choses. Alors ça c'est typiquement la Wonder Woman qui est maman, qui ne s'arrête jamais, et puis ouais j'ai toujours un truc à faire, je suis incapable de m'arrêter, juste de reposer. Non, il faut que je fasse, parce qu'à travers le fait de faire, je montre aussi une part de moi et je montre quelque chose que j'ai envie que les gens voient de moi et valorisent. Et puis bah, le savoir c'est pareil, j'ai des connaissances, je sais des choses, et on trouve toujours dans les dîners mondains des gens qui arrivent et puis ils savent tout sur tout en permanence, donc voilà, c'est une façon aussi d'exister et de se montrer, et voilà. Parce que c'est là-dessus qu'on observe les gens, c'est là-dessus qu'on commence à leur poser effectivement peut-être parfois des étiquettes, etc. Alors même qu'en fait, la vraie chose à développer, à apprendre à développer dans l'assertivité, bah, c'est juste développer à être qui je suis, être bien avec qui je suis, affirmer qui je suis, et accepter l'autre tel qu'il est, point. Et l'être, ça se voit pas. C'est-à-dire que en fait, ça se joue pas ici. Si je vous dis soyez, ok, voilà. Voilà, en fait. Donc le soi, c'est à l'intérieur. Donc ça veut bien dire que ce travail, il se fait de l'intérieur. Et donc forcément, et ça, ben, ton ego, tu vois, le voilà qui arrive, c'est cette fameuse protection dont on parlait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que comme on essaye à travers ces trois choses-là voilà, de se montrer et de parler de ça, et ben c'est aussi comme ça qu'on va regarder les autres. Et c'est ça qui va nous pousser aussi à nous comparer en permanence et tout, et à se trouver plus, moins, et voilà. Et c'est ce jeu-là de pouvoir finalement qui est bloquant dans la notion d'assertivité, parce que si on veut être dans l'équilibre relationnel, on ne peut pas être dans cette évaluation, de se sentir supérieur, inférieur, parce qu'on ne peut pas créer cet équilibre relationnel. Donc ça nécessite de développer son être pour pouvoir en face, après, être vraiment se sentir au niveau de la personne et ne pas avoir l'impression qu'on vaut plus que l'autre ou qu'elle vaut mieux que nous. C'est bon pour vous tout ça? Ouais, c'est clair? Je pense à toute l'éducation nationale. Ah ben oui, on est d'accord. Il y a tout à refaire. Enfin après, si on refont tout à la base, moi j'ai plus de boulot donc. Mais c'est clair que je ne sais pas si on enseigne ça à un futur institut, un futur prof. Est-ce qu'ils apprennent ces notions-là? Je ne sais pas. Je ne pense À pas. titre individuel, certains enseignants qu'on a pu avoir sont excellents, puis d'autres sont complètement passés à côté. Après, c'est pas parce qu'il y a une différence aussi entre le savoir et de l'intégrer et l'incarner. C'est ça le travail, quoi. C'est qu'il y a plein de choses qu'on sait, mais après c'est mettre en mouvement qui est compliqué. Donc là, on est vraiment sûr. Vous voyez, c'est la première partie. Là, on est dans la notion estime de soi défaillante. Voilà où on est. Maintenant, pourquoi est-ce que ça crée une gestion émotionnelle complexe? Notre cerveau, je vous présente notre cerveau. Donc le néocortex dont je vous parlais, avec toute cette partie avant qui est le siège vraiment du raisonnement, de la réflexion, de la prise de recul, de l'apprentissage aussi. Le cerveau archaïque qui est vraiment le cerveau émotionnel, d'accord, et puis le limbique, enfin le cerveau réactionnel, j'ai envie de dire, et le cerveau limbique qui est le cerveau qui est en lien avec les émotions. Notre cerveau, il a deux fonctions. Sa première fonction, c'est de nourrir nos besoins fondamentaux. Je sais pas pourquoi c'est écrit tout petit comme ça. Donc ces fameux besoins fondamentaux dont on voyait tout à l'heure, et puis c'est aussi les besoins tout simplement de manger, boire, les besoins physiologiques. Vous avez certainement entendu parler de la pyramide de Maslow, hein, avec les 5 strates de besoins. Donc voilà, donc notre cerveau, lui, premier objectif, je nourris les besoins. Deuxième objectif, quand les besoins, je ne peux pas les nourrir, sa deuxième, lui, qu'est-ce qu'il va chercher? Eh bien, il va chercher à nous protéger de la souffrance du fait que nos besoins ne soient pas nourris. Donc il crée cet ego-là, je vous dis comme ça, qui est notre protecteur. En fait. Et c'est là où on va voir arriver ces fameux comportements réactionnels qui vont à l'encontre de mon besoin et mon besoin. Parce que si on a l'impression qu'on n'est pas valorisé, parce qu'on n'est pas capable soi-même d'avoir une posture de se sentir valorisé, au moment où on est face à quelqu'un qui nous dévalorise, eh ben, on va aller mettre en place un comportement comme ça où on va essayer de prendre le dessus pour pouvoir, et là on va pouvoir peut-être contrer, enfin, en tout cas, et réagir. Je sais plus, j'avais un truc qui venait, mais c'est parti, c'est pas grave. Alors, comment ça se passe quand, justement, on nourrit pas nos besoins? Et ça, c'est vraiment, enfin, moi, quand j'ai découvert ce truc-là, j'ai trouvé que c'était génial parce
parce que ça va certainement mettre en lumière plein de choses aussi dans ce que vous avez vécu. Donc nos besoins, voilà, on a tous des besoins, on l'a vu, de différentes natures, et quand on ne nourrit pas nos besoins, on commence à entretenir des choses, à entretenir des sensations qui sont inconfortables, d'accord ? Et surtout, on commence à entrer dans une phase de réactivité. Seulement, ces besoins, ces alertes, en fait, il y a des alertes qui arrivent pour nous dire « Youhou, tu ne réponds pas à tes besoins !» Mais nous, on continue, puis après, on s'étonne de tomber très très bas. Donc l'idée, c'est d'être capable de revenir là et d'être à l'écoute. Le premier niveau, c'est la fuite. Vous êtes dans une soirée, et puis voilà, il commence à se faire tard, vous commencez à bailler, puis vous continuez la soirée. Voilà. C'est-à-dire que voilà, il y a un besoin, vous baillez, vous sentez besoin, bâillement égale fatigue, donc tiens, merci. Je dis bâillement, tu bailles, pas te coucher, Lydia. Donc là, voilà, on fuit le besoin. Le deuxième niveau, c'est la suradaptation. La suradaptation, c'est que vous avez conscience que votre besoin est là, mais vous allez trouver des excuses pour ne pas y répondre. Et ça, on est super fort, notre cerveau, il est super fort. Notre cerveau, il est là pour nous protéger, comme on l'a vu, donc forcément, si vous lui demandez de vous protéger, de trouver des raisons, il va vous trouver. Donc vous allez être là, vous êtes dans la soirée, vous êtes fatigué, vous baillez, et là il vous dit ouais mais tu vas pas partir tout de suite quand même, attends, ton mari il va t'engueuler, ou ouais non mais attends pour qui tu vas passer, on va croire que t'es une poule, que tu te couches trop tôt, ou non tu vas pas faire plaisir à machine, etc. Donc on voit bien qu'on est encore capable de dire bah non attends c'est bon, c'est bon, on va pour que je suis vieille, c'est à mon âge, je vais me montrer que je peux durer plus longtemps. Le troisième niveau c'est l'agitation. Où là, vraiment, on commence à sentir que voilà, il y a de l'agitation dans nos pensées, parce qu'on va du coq à l'âne, enfin, dans un truc, on va dans l'autre. Il y a dans notre façon de bouger, dans nos interactions aussi, ça part dans tous les sens. Et je suis sûre que vous avez déjà croisé des gens qui sont dans une phase d'agitation comme ça, un peu permanente. Et finalement, ils sont déjà en train de descendre, mais sauf qu'ils n'en ont pas conscience. Quatrième niveau, c'est l'agressivité. Où là, on va être capable de commencer à vraiment être dans l'agression de l'environnement, mais c'est aussi de l'agression vis-à-vis de soi, parce que vous avez vu tout à l'heure dans l'exemple, il y a la position de repli, vous pourrez dire, lui, il n'est pas agressif, mais peut-être qu'il est dans sa tête, en fait. C'est ça qu'on ne voit pas. C'est que peut-être qu'il va commencer à dire, je savais que c'était nul ce truc, j'aurais jamais dû bosser cette leçon, t'as vu, de toute façon, qu'est-ce que tu fous là, etc. Et on va pouvoir commencer aussi à entretenir un discours négatif vis-à-vis de nous-mêmes. Puis cinquième niveau, c'est l'inhibition. C'est-à-dire qu'on ne se rend même plus compte qu'on ne répond pas à nos besoins et on continue à vivre dans un environnement et dans un quotidien qui n'est pas du tout bon pour nous parce qu'on a oublié en fait qu'on était déjà complètement à côté de la plaque. Donc si on pousse le curseur, c'est la femme battue qui reste dans un environnement sordide et qui ne se rend même plus compte qu'une plaque c'est pas normal, quoi. Parce que c'est devenu son quotidien et qu'elle n'a pas su à un moment donné dire stop, quoi. Donc ça peut aller très loin et il peut aller vraiment dans des situations très dramatiques, de violence très forte, etc. Et là, on est dans ce qu'on appelle le triangle de la victimisation. C'est-à-dire que quand on est dans cette posture-là, dans cet endroit-là, on a le sentiment finalement qu'on subit l'environnement et donc on est en réaction vis-à-vis de l'environnement. Et on a l'impression qu'on est victime de tout et qu'on n'a main sur rien. Donc ça veut dire que dans un échange vis-à-vis de quelqu'un, on va considérer que si l'autre n'est pas d'accord avec nous, c'est l'autre qui est un con, ou c'est l'autre qui n'a rien compris. Ou alors nous-mêmes, on va dire ouais de toute façon je suis nulle, à chaque fois que je peux proposer un truc, c'est pas ce qui est bon. Ou alors de toute façon cette boîte elle est pourrie, etc. Donc tant qu'on est dans cette fuite de nos besoins en fait, on a abandonné l'idée qu'on pouvait répondre nous-mêmes à nos besoins et on a abandonné l'idée d'essayer de trouver des solutions pour nous-mêmes, puisqu'on considère qu'on n'a pas la main. Donc l'idée c'est d'aller répondre justement à nos besoins et de remonter pour apprendre à être à l'écoute en fait. Et pour ça, quand on est dans cette écoute fondamentale de nos besoins, on voit bien que ça nourrit des sentiments qui sont beaucoup plus confortables, puisqu'on crée de l'alignement, je vous parlais du système, ça a un impact positif sur notre système, puisqu'on crée de l'apaisement à l'intérieur, puisqu'on est à l'écoute de soi, et on est dans une posture donc, de proactivité. On considère qu'effectivement, c'est d'abord à nous d'être responsable de ce qu'on vit, et on prend les choses en main. Et donc, cette gestion émotionnelle, comment ça se traduit justement cette difficulté à réagir, c'est que quand on est fait face à, quand on a donc un manque d'estime de soi et donc on a une difficulté à gérer les émotions puisqu'on ne répond pas à nos besoins, donc il va y avoir une situation qui va arriver. Deuxième niveau, il va y avoir une alarme, c'est-à-dire que d'un coup, quelqu'un nous amène de l'extérieur
quelque chose qui n'est pas intégré dans d'autres systèmes. C'est-à-dire qu'on a une vision du monde, on pense d'une certaine manière, on a un regard sur soi, on regarde sur le monde, etc. Et puis quelqu'un arrive avec une proposition qui est en dehors de tout ça. Et bien ça ne matche pas. Là. D'un coup, il y a un truc, ça ne matche pas. Okay, donc là, il y a ce qu'on appelle une dissonance cognitive. On apporte de l'extérieur quelque chose qui n'est pas intégré, qui n'a pas de place dans mon système à ce moment-là. Et c'est là que la résistance arrive. On en parlait tout à l'heure. Hein, c'est que là, d'un coup, il va y avoir une résistance naturelle qui va se mettre en place. C'est-à-dire qu'il va y avoir des freins, il va y avoir des peurs, il va y avoir des doutes. Et ça, c'est un processus physiologique normal. C'est naturel d'avoir une résistance quand en face de nous arrive quelque chose qu'on ne sait pas gérer parce qu'on n'a pas l'habitude de le gérer, parce que voilà, c'est comme si voilà, autour d'une table, il y a tout un tas de chaises, et puis d'un coup, il y a une chaise qui arrive, sur le coup, il y a de la résistance, on ne peut pas mettre la chaise. Il va falloir d'abord déplacer d'autres chaises pour avoir de la place pour pouvoir poser la nouvelle chaise. Donc là, c'est un petit peu ça. Et donc, face à ça, il va y avoir une négociation qui va commencer à se mettre en place. C'est-à-dire que je vais négocier avec moi, qu'est-ce que j'en pense, est-ce que c'est possible, etc. Ou alors avec quelqu'un en face, si on est dans un échange. Donc là, on parle d'échange dans l'assertivité. On va commencer à échanger aussi avec l'autre. Et donc, le quatrième étape, c'est soit j'accepte ce qui vient, soit je rejette ce qui vient. Mais cette phase de résistance, elle va toujours exister à un moment ou à l'autre, de façon plus ou moins forte en fonction du changement. Donc, dans les entreprises, on parle souvent de résistance au changement, quand il y a des gros changements qui arrivent, plus on essaie de passer en force, je sais pas, ça me rappelle une situation qu'on vit en ce moment un peu, et plus forcément il y a de la résistance en face, parce qu'il y a un sentiment de non-reconnaissance, de non-écoute, etc. Et donc tout ça, ça fait que ça crée l'individualisme, puisque notre ego il va prendre les commandes, et que pour plutôt, comme je ne peux pas répondre à mon besoin par rapport à ça, je vais plutôt essayer de nourrir, je vais aller chercher un comportement automatique que j'ai mis en place depuis que je suis petit, et qui fait que c'est comme ça que j'essaye de répondre à mon besoin. Et donc ça va forcément prendre le pas sur l'intérêt commun, puisque tant qu'on n'a pas vu l'intérêt pour nous, on essaie juste nous de nous défendre, parce que c'est notre mode survie en fait. On a besoin d'exister, on a besoin d'être là. Donc on va se mettre en mode survie pour pouvoir faire face à la situation qui nous est donnée. C'est clair pour vous? Vous voyez le processus? Alors on est en Bretagne. Vous allez vous souvenir de ça? En fait, ça crée quoi? Cet ego, il va donc se mettre en place de quelle manière? Et c'est finalement ce qu'on appelle des postures de stress, de 3 manières. Donc le F, c'est pour la fuite. Donc là, on va être dans le mode manipulatoire. Je crois que c'était Stéphane qui s'appelait. Vous savez, c'est genre le mode manipulatoire, ça va être les sous-entendus, ça va être je change de sujet, ça va être effectivement je détourne la conversation, ça va être aussi ouais mais c'est de ta faute. Enfin voilà, c'est des gens qui vont manipuler un petit peu le truc pour pouvoir gérer en fait ce qui se trouve en face. Deuxième, c'est le mode attaque. Là, on rentre dans l'art et on est plutôt en mode agressif. Donc c'était Karine qui était plutôt en mode allez, je rentre dedans et je vais en mode agression. Puis le troisième qu'on a vu tout à l'heure, là c'est le mode passif, c'est le repli, c'est je me ferme, j'observe et je dis rien. Donc c'est des gens qui vont être capables même parfois de faire la gueule ou d'être vraiment dans leur petit coin, ils ne disent plus rien. Mais là en fait ils expriment quelque chose, c'est que juste ils sont dans une situation, ils ne savent pas comment réagir en fait, ils n'ont pas les clés. Ils n'ont pas la capacité à un moment donné à dire les choses, à s'affirmer. Donc il y en a qui s'affirment en mode violent, agressif, et puis il y en a qui préfèrent ne rien dire. Donc en tout cas, ces 3 postures-là, elles ne font pas avancer le schmilblick parce qu'on voit bien que ça crée de la tension, ça crée des incompréhensions, ça crée des malentendus, et surtout ça manque d'authenticité et de clarté, puisque le discours n'est pas tenu. Je vois pas le rapport entre fuite et le mode manipulatoire. Parce que fuite pour moi, c'est tu t'en vas, tu passes à autre chose. Ouais. Et manipulatoire, c'est au contraire, tu es là et tu essayes de manipuler. Alors en fait, si tu veux, la notion de fuite, ça va être. C'est-à-dire que je fuis le sujet parce que je ne sais pas trop comment en faire, et j'utilise la manipulation pour le fuir, tu vois. Donc ça va être. Le mode manipulatoire, ça va être quelqu'un qui, quand il a répondu, il a dit ah bon, il y a des valeurs. C'est-à-dire qu'il ne répond pas au sujet, tu vois, mais il ne se ferme pas, il n'est pas en repli complètement, mais il balance un truc, genre une espèce de sous-entendu qui est censé pour lui en tout cas envoyer un message. Mais c'est une espèce de truc qui n'est pas, toi, qui est pas franc. Donc il y a une espèce d'évitement, c'est ça, c'est le serpent un petit peu, tu vois.
Et ça va être, mais ça peut être aussi quelqu'un qui va dire oh, j'adore ta chemise, tu vois, des gens qui vont d'un coup qui vont t'envoyer sur un autre sujet juste parce qu'ils n'ont pas envie d'aller sur le sujet où tu les emmènes, quoi. Donc c'est ça, donc c'est vrai que quand on était des hommes de Cro-Magnon, la fuite c'était vraiment je prends mes jambes à mon cou, je pars. Mais dans notre monde moderne, effectivement, alors il peut y avoir ça aussi, hein, il peut aussi y avoir des gens qui décident de partir et de couper la conversation et de partir. Mais tout ça, c'est parce que derrière ça, il y a la volonté d'envoyer un message, de manipuler, tu vois, d'avoir un impact quand même, tu vois, sur la personne. J'ai eu un chef il y a de nombreuses années où en fait il mettait toujours ces questions qui pouvaient moi me préoccuper à midi moins le quart, à 16h30, enfin sa manière de fuir les questions d'actualité, c'était de les mettre à des horaires pourris où plus personne n'a envie d'entendre. Donc il disait, ah mais j'ai donné la parole, tu pouvais dire. Voilà. Je dis oui, mais enfin devant tout le monde, il y avait ceux qui prenaient leur TGV, il y avait ceux qui avaient faim, enfin bref, tu ne pouvais pas mettre sur le tapis un sujet important. Et moi j'avais trouvé la solution d'avoir des alliés, je prévenais, je posais une question diverse dont j'aimerais bien qu'on puisse en parler tous ensemble, et je me faisais aider du groupe qui disait oh bah non, on va pas faire ça ce soir-là, mettons-le plutôt à telle heure. Parce que je ne savais pas faire tout seul, et sa technique c'était d'envoyer les sujets emmerdants Ouais, c'est ça. à des horaires à la con. Et puis, pour c'est ça. alimenter, j'ai eu une bonne chose. Ouais. Pour alimenter la fuite, il dirait avant il y a des valeurs, mais il pourrait essayer de culpabiliser. Ah, mais nous, si on n'a pas prévenu à l'avance qu'il fallait les prendre en compte, nous, forcément, on a fait notre. Ouais, c'est ça. Et puis, Voilà. mais c'est de ta faute Oh, aussi, c'est c'est pas là où clair. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et, Parce qu'on peut rarement physiquement fuir ouais. dans une fuite. Bah, disons que c'est ça, la fuite, c'est compliqué, au mieux te lever, de partir. Mais en tout cas, il y a pas, je me tais, il n'y a pas d'agression claire, mais il y a une espèce de troisième voie, tu vois, un petit peu. C'est très très délicat. Alors, comment est-ce qu'on lève tout ça? Parce que c'est bien gentil, maintenant que c'est tout ça. Il va falloir commencer à agir. C'est comment on agit pour pouvoir lever tous ces points bloquants. Donc, je vous ai mis en lumière en fait 6 axes, dont 2 qui finalement sont la base. Le premier, c'est d'abord d'avoir une intention claire dans l'échange que vous devez avoir avec quelqu'un. Qu'est-ce qui fait que souvent ça part en sucette? C'est que justement on n'a pas d'intention. C'est comme si vous montiez un escalier sans rampe en fait. C'est vrai que si vous commencez quelqu'un vous bouscule, vous n'avez pas de rampe pour vous accrocher et vous casser la figure. Donc là, l'idée c'est de créer finalement votre rampe sur laquelle vous allez vraiment pouvoir vous accrocher en vous disant non, même si l'autre il essaye de me déstabiliser, moi je reste accroché à ma rampe parce que j'ai une intention dans l'échange qu'on a. Donc ça vous permet de rester focus. On est tous fait des repas de Noël. Le soir de repas de Noël, votre intention c'est quoi? C'est de passer une bonne soirée, c'est que tout le monde soit heureux, tout le monde soit content, tout le monde reparte avec la banane, etc. Et on a invité tonton Marcel qui est tout seul, qui est un peu raciste, qui est un peu réac, bon, qui n'est pas très délicat, mais bon, il est tout seul, donc il est de la famille, et puis on l'invite. Si j'ai pas posé mon intention clairement de j'ai envie de passer une bonne soirée, il va se passer quoi? Tonton Marcel il va commencer à avoir un discours comme ça hyper, hein, et puis plutôt que dire bon écoute tonton Marcel, est-ce que tu peux changer de sujet ou tiens reprendre la dinde, là je me mets en mode manipulatoire, mais allez reprendre la dinde, elle est bonne. Et il va se passer quoi? L'échange d'un coup, on peut commencer à échanger de façon très forte et puis ça va partir en sucette parce que tout le monde va plus ou moins se fâcher, etc. Et puis ça va finir en autre boudin. Si je suis calée sur mon intention de moi, mon intention c'est passer une bonne soirée, je vais lâcher l'affaire en fait. C'est qu'à un moment donné, je ne vais pas m'accrocher à ce que, même si le discours est complètement décalé, je vais réussir à prendre cette distance nécessaire pour pouvoir tenir mon intention de passer une bonne soirée. Ça ne veut pas dire que j'accepte et que je suis capable d'entendre, ça ne m'empêchera pas peut-être de lui dire ce que je pense, mais en tout cas, je ne vais pas le dire de la même manière que si je suis claire sur mon intention. Et ça, c'est vraiment fondamental parce que c'est vraiment ça qui va nous permettre de dire, dans un entretien professionnel, je veux qu'on reparte avec telle solution, je veux qu'on reparte avec ça, donc je prends les rênes finalement. Et là, on est dans cette notion de proactivité. Je ne vais pas subir ce qui va se passer. Moi, je suis réactive, je suis proactive par rapport à ça. Le deuxième, c'est vraiment la base de tout et dans votre vie, parce que c'est ça qui va vraiment toujours vous permettre de répondre à votre besoin.
c'est d'être pleinement responsable de vous, de votre mental, votre esprit et de vos corps, donc qui est les pensées, les émotions, les actions. Tout ça, c'est les 3 champs qui sont dans votre pouvoir. Tout ce qui est à l'extérieur n'est pas dans votre pouvoir direct. Je dis direct. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un impact sur l'extérieur en lien avec ça, mais vous ne pouvez pas agir directement. Et c'est vrai que c'est vraiment un point, on parle souvent de il faut lâcher prise, etc. Là, on est dans cette notion de lâcher prise, sauf que souvent, lâcher prise, on ne sait pas trop comment faire. En fait, le lâcher prise, c'est toujours de se poser la question, c'est est-ce que j'ai la main sur ce que je suis en train de vivre ou est-ce que je ne l'ai pas? Si je ne l'ai pas, déjà, bon, ok, je lâche prise, c'est-à-dire que moi, ma responsabilité, c'est pas tout à fait la même. Et est-ce que j'ai par contre une action possible sur l'extérieur pour pouvoir essayer de faire bouger les choses? Vous partez en pique-nique, vous aviez prévu de faire un super pique-nique avec votre famille un week-end et le temps est absolument pourri. Si on pense que si on n'est pas dans ce schéma-là, on va commencer à pester contre la météo, à dire oui, il y en a marre, etc. Alors que là, on se dit, la question à se poser, c'est est-ce que c'est mon pouvoir de faire changer le temps? Non. Par contre, quelle action j'ai possible? Et là, je récupère ma capacité d'action. Mon action, c'est de dire, tiens, j'avais envie de vivre, par exemple, un moment agréable et sympa avec ma famille. Et ma responsabilité, c'est, tiens, je vais aller chercher dans mes pensées des solutions pour pouvoir vivre ce moment-là de façon différente. Et je vais peut-être me retrouver au restaurant à faire un bowling ou juste à pique-niquer dans le salon, j'en sais rien. Mais l'idée, c'est toujours de se poser la question. Et plus vous allez prendre votre responsabilité dans un échange, et plus vous allez pouvoir agir. Donc ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que face à ce qui se passe chez l'autre, en fait, ce qu'il vit émotionnellement, ce qu'il pense et ce qu'il fait, il ne vous appartient pas. Et donc, rester dans son cadre, de se dire, moi, je dis, et je suis responsable de la façon dont je le dis, mais par contre, je ne suis pas responsable de la façon dont il va réagir à ce que je dis. Et c'est ça souvent que c'est que quand on manque d'estime de soi et qu'on a l'impression qu'on doit être aimé par tout le monde, on va avoir tendance à se sentir aussi presque responsable de la façon dont on réagit. Donc s'il n'est pas bien avec ce qu'on lui dit, on va dire je suis désolée, excuse-moi, pardon, et on va justifier, on va se trouver des excuses. Alors qu'en fait, ma seule responsabilité, moi, si j'ai quelque chose à dire, c'est juste de le dire de la meilleure manière possible pour que ça soit entendable. Maintenant, si l'autre n'est pas capable de l'entendre, ça, j'y peux rien. Et c'est souvent ça qui est compliqué parce que tous ces changements en fait, de fonctionnement nécessitent en fait, de passer par une zone que j'appelle la zone, déjà la zone d'inconfort, qui est l'ampleur qui dit qu'il faut apprendre à être confortable dans l'inconfortable. Dans cette phrase, parce qu'en fait, elle veut tout dire, c'est souvent, on va, pour éviter l'inconfort, on va préférer l'immédiateté des choses. Donc, on est face, on disait, est-ce qu'on sait dire non, par exemple? C'est vrai que savoir dire non, c'est quelque chose qui est super compliqué pour beaucoup de gens. Et donc, c'est comment dire non. Alors, si mon habitude, c'est de dire oui, parce que j'ai l'impression que quand je dis non, je déplais, je dérange, etc., je vais avoir l'habitude de dire oui. Sauf que je vois bien que quand je dis oui, donc là, je suis donc sur mon immédiateté, je vais dire oui. Donc, je passe au stade sur la durabilité. Je ne suis pas bien, parce qu'en fait, je vois bien que ça m'a rajouté de la charge de travail, ça m'a enlevé du temps personnel, j'ai plus de temps pour me reposer, ça me met en retard pour les rendez-vous, etc. Donc, ce que j'ai été chercher de façon immédiate, donc le confort que j'ai créé de façon immédiate en disant oui parce que c'est ce que je connais, me crée de façon durable en fait quelque chose qui est inconfortable. Donc l'idée c'est de comprendre que pour pouvoir accéder à ce confort durable, vous allez devoir passer par un inconfort ponctuel. C'est-à-dire que vous allez devoir vivre quelque chose qui va être inconfortable pour vous. Et le premier jour que vous allez dire non à quelqu'un, vous allez devoir vivre l'inconfort de qu'est-ce que ça crée chez lui. C'est faire face à sa réaction. C'est d'un coup vous êtes face à quelqu'un qui va vous dire non mais attends quand même, tu pourrais faire un effort, et puis tu me dis oui, quoi non? Alors si vous avez toujours eu l'habitude de dire oui, forcément il ne va pas comprendre que vous disiez non. Il revient sur la notion de système, c'est-à-dire que votre changement, vous, crée un impact sur le système. Donc, et forcément pour vous, ça va créer un inconfort, parce que ce n'est pas une situation habituelle, vous allez visiter un espace que vous n'avez pas l'habitude de visiter, sauf qu'une fois qu'il est visité et que vous le reproduisez, finalement ça va devenir quelque chose qui va être confortable, et sur la durabilité aussi. Donc tous ces changements de posture et ce développement de votre affirmation va passer par cette phase de apprendre à vivre l'inconfort dans l'immédiateté, parce que c'est le cap obligé pour pouvoir après être dans le confort sur du long terme. Le troisième axe, et c'est souvent pour ça que
modes manipulatoires, des modes de refus, etc., c'est que souvent la confrontation c'est compliqué. Donc il faut être prêt à assumer la confrontation. Et je parle de confrontation, je ne parle pas de conflit. Et souvent des gens confondent un petit peu les deux. Ils ont le sentiment que parce qu'ils n'aiment pas le conflit, donc je ne dis pas ce que je pense parce que j'aime pas le conflit. Ou j'accepte ce que l'autre me dit parce que j'aime pas le conflit. Mais il peut y avoir confrontation sans avoir de conflit. La confrontation, c'est juste d'assumer que j'ai un point de vue et qu'en face, il peut y avoir un point de vue différent du mien. Donc si on n'est pas prêt à assumer ça, on va toujours rester dans une attitude qui va nous permettre d'éviter un petit peu ça. Mais en fait, la confrontation, elle a lieu quand même. Sauf qu'elle n'est pas verbalisée et que peut-être vous intégrez pas dans la confrontation, mais elle a lieu quand même, puisque vous empêchez vous de dire les choses. C'est-à-dire que d'un coup, il y a quelque chose qui vous confronte en face. Donc ce que vous avez peur de vivre, vous êtes déjà en train de le vivre finalement au moment où vous êtes dans une posture de réaction à quelqu'un. Donc l'idée, c'est à la fois de se positionner donc sur j'ai une idée et je me positionne sur cette idée, et en même temps je lâche prise sur le fait que l'autre me suive. C'est-à-dire que là on lâche le fait que l'autre aille dans mon sens. J'accepte le fait que j'ai pas la main sur la façon sur ce qu'il pense, j'ai pas la main sur ce qu'il sait, etc. Quand je transmets, justement, quand je fais une formation sur la communication, je parle de cette fameuse théorie, j'aime bien la théorie des collines, en fait. La théorie des collines, c'est considérer qu'on a tous en haut de notre propre colline. Notre propre colline, c'est de là où on voit le monde. Sauf que nous sommes plus de 7 milliards d'individus, et que ces 7 milliards d'individus voient tout ce monde du haut de leur propre colline. Et que de là où on voit le monde, nous, on est là, on dit le monde, il est comme ça. Et notre colline, elle est faite de notre expérience de vie, de notre genre, de nos croyances, de notre fonctionnement, de notre personnalité, etc. Et donc, du haut de cette colline, on voit le monde, on se dit, voilà, ça se passe comme ça. Et en fait, on a l'impression que l'autre en face voit le monde comme nous. Ah non, il est sur notre colline, il ne peut forcément pas le voir exactement comme toi. Il y en a qui ont des collines très très éloignées, qui sont beaucoup plus loin, et puis il y en a qui sont un peu proches, mais ils ne sont pas complètement, parce qu'on est tout seul dans notre peau. Donc ça veut dire qu'assumer la confrontation, c'est accepter que l'autre, il est sur sa colline. Et il va parler de sa colline quand on a aussi un échange. Donc c'est là le lâcher-prise. C'est accepter qu'en face, on va avoir quelqu'un qui va voir le monde et avoir une réalité qui va être peut-être très différente de la nôtre, mais que pour autant, elle est aussi valable que la nôtre. Parce que c'est sa propre vérité, construite de là où il se situe. Le quatrième, c'est quand on est dans un échange comme ça, c'est de s'orienter solution. Alors c'est aussi en lien avec justement cette fameuse intention. C'est que si vous comprenez que l'intérêt dans un échange, c'est de créer un bénéfice pour les deux, et d'embarquer l'autre aussi dans un bénéfice commun, ça va être beaucoup plus facile de lever les résistances. Et ça va être beaucoup plus facile d'être assertif. Donc c'est d'établir un rapport gagnant-gagnant, c'est comprendre que dans ce qui est en train de se passer pour vous, quelle que soit la nature de l'échange, vous avez effectivement une façon de voir le monde différent, mais vous avez forcément aussi des points communs et des points de convergence. Donc l'idée c'est, ok, à partir de là, ce qu'on apporte l'un l'autre, c'est qu'est-ce qu'on peut créer ensemble. Et c'est vers quoi on peut aller, comment on peut envisager les choses. Et d'avoir vraiment cette volonté d'intégrer l'autre et d'être dans cette coopération dont on parlait, cette co-construction aussi, qui permet là de créer quelque chose qui est beaucoup plus sain pour chacun. Alors le 5, forcément, c'est développer sa capacité à émettre. Et pour ça, il y a des outils, parce que c'est bien gentil de dire oui, il faut s'affirmer, etc. Mais souvent, on a aussi du mal, parce que l'émotion est là, et qu'on a du mal parfois à poser le discours, ou alors les mots sont maladroits. Il y a une phrase comme ça, alors j'ai pas la phrase en tête complète, mais dans un roman de Herbert, qui a écrit Fourmis, là j'ai plus son nom en tête. Bernard Werber, merci. Une phrase comme ça, c'est entre ce que je pense, ce que j'ai envie de dire, ce que je dis vraiment, ce que vous entendez, ce que vous comprenez, etc. On a plein de possibilités de ne pas arriver à se comprendre, mais on va essayer quand même. En fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que souvent, on a des choses qui nous viennent, et déjà, il y a un gros décalage entre ce qui nous vient et la façon dont on l'exprime. Alors, il y a des gens qui n'ont pas de filtre, donc ça vient, ça sort. Alors, des fois, c'est un petit peu... Donc, c'est déjà de s'autoriser à parfois prendre le temps aussi de la formulation pour pouvoir les mettre de la bonne manière. Et c'est pour ça que j'aime bien cet accord,
connaissez peut-être les 4 accords Toltec, si vous avez eu l'occasion de les lire, mais que votre parole soit impeccable. En fait, que votre parole soit impeccable, on revient à cette notion de responsabilité. Je suis responsable de ma parole, je suis responsable des mots que je vais choisir, et je le fais en conscience. Hein. C'est-à-dire que c'est pas un truc qui balance comme ça, et je me dis, t'as vu ce que tu me dis, quoi, je dis ça. Ah non, à un moment donné, je suis responsable de ma parole, parce que l'assertivité, on la développe surtout dans des moments où il y a un enjeu. C'est important d'être vraiment pleinement responsable de ce qui est en train de se jouer à ce moment-là. Donc, que votre parole soit impeccable, alors c'est vis-à-vis de l'autre, et puis c'est vis-à-vis de vous-même, parce qu'une fois de plus, c'est pareil, soyez impeccable dans votre parole par rapport à vous. J'ai une anecdote aussi, quand j'étais en entreprise, je m'entendais très bien avec une de mes collègues avec qui je passais de bons moments. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, beaucoup d'esprit, on riait beaucoup, mais c'était quelqu'un qui était très très critique, c'est-à-dire qu'il critiquait beaucoup, donc il devait avoir une estime de soi en fait, qui avait même une estime de soi qui n'était pas forcément très 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 haute, et critiquait beaucoup comme ça. Alors c'était surtout de la moquerie, mais à un moment donné c'était trop. Et moi je me laissais embarquer là-dedans parce que je trouvais que c'était un peu, puis je voulais bien passer du temps avec elle. Sauf que après ces personnes qu'on avait critiquées comme ça, je les croisais et je me disais, je me sentais moi à l'intérieur, je me sentais pas bien parce que je me dis mais c'est pas correct en fait, parce que ces personnes-là, moi j'avais rien contre elles, franchement, j'avais aucune animosité, rien, mais je me laissais juste embarquer. Et un jour, quand j'ai lu donc ces accords Toltec, j'ai commencé à me dire, voilà, développer que ta parole soit impeccable, j'ai ok, là j'arrête. Et à ce moment-là, dès qu'elle commençait à l'embarquer, je réagissais plus et j'allais plus du tout dans son sens. Alors forcément, Sheila, elle ne comprenait pas et elle a commencé à avoir de la distance, même relationnelle à ce moment-là. Mais moi, je me ressentais chez moi le soir, j'étais plus du tout dans le même état d'esprit. J'étais beaucoup plus en paix et on parlait de système interne, c'est-à-dire que d'un coup, j'étais assertive vis-à-vis des autres et j'essayais d'être le plus alignée possible, à des valeurs aussi qui étaient importantes pour moi. Et je me sentais beaucoup plus zen à l'intérieur le soir, beaucoup plus fière de moi parce que j'avais répondu à un besoin qui était le besoin de bienveillance ou de respect, etc. Donc, que votre parole soit impeccable. Et puis, il y a une autre, les 3 passoires de Socrate, je ne sais pas si vous connaissez ça, et je trouve que c'est un super outil aussi pour vous aider à justement vous demander, tiens, est-ce que ce que je vais dire, finalement, c'est la façon dont j'aurais le dire, et surtout, est-ce que c'est important de le dire. Socrate avait un élève qui vient le voir, il dit, ah, Socrate, j'ai un truc à te dire et tout. Il faut absolument que je te dise quelque chose. Il dit, attends, avant que tu me dises quoi que ce soit, je vais te poser 3 questions. La première question, c'est est-ce bon? Non, pas particulièrement. Ok. Est-ce vrai? Oh ça, je sais pas. Ok. Est-ce utile? Non. Ok. Alors ne me dis rien. Et en fait, je trouve que passer finalement le filtre de ce qu'on dit, et peu importe les échanges à travers ces 3 questions-là, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est utile? Et vous allez voir qu'il y a plein de choses qu'on dit d'un coup qui vont disparaître. Parce que finalement, et surtout sur cette notion d'utilité, c'est que parfois on dit des choses, mais on dit, mais qu'est-ce que ça va nourrir au final? Le fait de dire ça, qu'est-ce que ça nourrit? Est-ce que ça apporte quelque chose à la relation? Est-ce que ça apporte quelque chose à ce qu'on est en train de faire ensemble? Ou est-ce que c'est juste quelque chose qu'on a envie de dire parce que j'ai envie de le balancer? Et là, vous allez voir que d'un coup, de vous-même, vous allez vous autodiscipliner, vous allez commencer à comprendre que, oui, finalement, lâcher parfois des choses, ça fait du bien aussi à la relation. Et puis, forcément, en face, il y a la capacité à... Je vais y mettre déjà. Ah, c'est pas passé. Voilà. À recevoir. Pourquoi il n'est pas passé? Voilà, c'est ça. Capacité à recevoir. On en parlait tout à l'heure. C'est n'en faites pas une affaire personnelle. Et là, on revient sur cette notion de responsabilité. Vous n'êtes pas... Comme il y a des gens qui disent, moi, j'aime bien les rendre les autres heureux. Mais tu n'as pas la capacité de rendre les autres heureux. On se donne aussi des pouvoirs qui ne nous appartiennent pas. Nous n'avons pas la capacité à rendre les autres heureux puisque chacun est responsable de son bonheur. Donc, vous pouvez tout faire. Vous pouvez tendre à, mais vous n'avez pas cette capacité. Donc, dès lors que vous n'avez pas la capacité à rendre les autres heureux, vous n'avez pas non plus la capacité à, finalement, rendre les autres malheureux ou aigris ou quoi que ce soit. Dans la mesure où vous avez une capacité d'émission qui est correcte, vous avez une parole qui est propre, vous n'avez pas la main sur la réaction que les gens vont avoir en face. Ça leur appartient. Et plus vous allez essayer justement de répondre, d'essayer d'apaiser ça, et plus la personne en face va rentrer dans un mode où elle va comprendre que finalement, elle peut vous tirer le fil comme elle veut en fait.
Donc, n'en faites pas une affaire personnelle, c'est aussi dissocier qui vous êtes de ce que vous faites. Et souvent, on fait un peu l'amalgame, c'est-à-dire que dans des environnements, on a l'impression que certaines, je vois les gens que j'accompagne qui sont managers ou même voilà, des salariés, cadres, etc., ont le sentiment d'être attaqués personnellement quand on leur fait une remarque sur, je sais pas, la façon dont certaines choses ont été faites ou qu'on revient sur la façon dont le service est managé ou sur les résultats, etc. Et en fait, pourquoi ça fait si mal, c'est que souvent on a l'impression que c'est de nous qu'on parle. Mais en fait, c'est pas de nous qu'on parle. On parle de quoi? La plupart du temps, on parle de la fonction. C'est-à-dire que dans le cadre de ta fonction, voilà, c'est-à-dire que je trouve que là, le choix qui est fait ou la décision qui est prise, c'est lié en lien avec la fonction. Mais ça ne remet pas en cause la personne qui est derrière la fonction. Vous pouvez très bien, si vous avez du mal à faire cette dissociation, imaginez que vous avez enfilé un costume. J'avais accompagné une cliente comme ça, où je lui avais dit, imagine que tu es dans un costume cosmonaute, comme ça, quand tu arrives au boulot, quoi. Je suis mon costume, à l'intérieur, je suis moi, mais je suis protégée par ma fonction. Ma fonction, elle doit assumer certaines choses qui font partie de la fonction, mais ça ne remet pas en cause l'humain qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que parfois, on voit des gens qui, dans leur fonction, ben voilà, ils adoptent une attitude dans leur fonction, et par contre, dans la vie, c'est des gens qui sont très différents. C'est pas forcément toujours une question d'estime, c'est juste qu'ils ont besoin aussi parfois de se mettre dans une certaine posture pour pouvoir assumer aussi la charge que la fonction leur fait peser. Et puis, ne faites pas de suppositions, et ça c'est encore un accord Toltec, hein. Ça c'est, oh là là, ça parle. C'est que là on est encore dans notre mental, c'est que notre mental il nous raconte des histoires en fait. Il nous raconte des histoires sur l'autre, on sait tout de la vie de l'autre, on sait tout ce que pense l'autre, et tout, c'est super fort quoi. Moi quand mes clientes me disent ça, ouais mais je pense qu'il a dû penser ça, et puis je regarde, je dis, à quoi je pense en ce moment? J'ai un mot en tête, vas-y, dis-moi c'est quoi? Et moi, je sais pas. Bon, je crois que tu lisais les pensées, dis-moi à quoi je pense là. Ah non, je sais pas. Ah bon? Donc tu lis dans les chapitres de ton chef, c'est super fort. Mais donc en fait, il ne faut pas faire de suppositions parce que les suppositions, c'est juste des créations de notre mental qui essayent encore une fois de nous rassurer parce que d'un coup, il y a une émotion. Et le mental, il essaie juste de combler un besoin, genre j'ai une peur, j'ai un doute, le mental essaie de nous trouver des raisons. Et comme on est dans la victimisation, c'est forcément parce que l'autre il se passe quelque chose, il nous en veut, etc. Mais l'idée c'est de sortir de cette posture, puis apprendre aussi à poser des questions, à demander à l'autre, tiens, j'ai l'impression que tu es dérangé par ce que je suis en train de te dire, ou de quoi tu aurais besoin dans cette situation-là. Et d'oser exprimer, d'aller chercher à ce moment-là en face, si vous avez quelqu'un qui n'exprime pas les choses, d'être capable d'aller à la pêche un petit peu à l'information. Donc si on résume donc, ces cycles d'assertivité, j'en ai mis 6, mais c'est un sujet qui est dense, qui nécessite d'être encore plus étoffé. Donc prenez votre responsabilité. Vous êtes responsable de votre mental, de vos actions et de vos émotions. Et pour chaque entrée, il y a des moyens de gérer différemment. Le mental, c'est plus. Et la première étape pour ça, c'est d'abord d'être en observation de ce qui se passe pour vous. C'est-à-dire que déjà, on sort du jugement, on fait un pas de côté, le jugement n'existe pas, je m'observe. C'est-à-dire que je suis capable d'observer les pensées que j'entretiens. Je suis capable d'observer l'émotion qui est la mienne, de nommer cette émotion. Est-ce que je ressens de l'irritation, de la colère, de la tristesse? Quelle est cette émotion qui est en moi? Et puis je suis capable de décider du comportement que je mets en place. Je suis capable de choisir les mots que je vais utiliser. Tout ça, c'est de la responsabilité. L'intention, donc on prend sa rampe pour être sûr de garder le cap et de ne pas se laisser embarquer justement par l'émotionnel de quelqu'un en face, une réaction qui serait trop agressive, etc. On assume que il peut y avoir confrontation. On assume de se positionner, de s'affirmer dans ce qu'on pense, et en même temps on accepte de lâcher prise sur ce que pense l'autre. On s'axe solution pour établir un rapport qui soit gagnant-gagnant, parce que forcément si tout le monde a quelque chose à y gagner, on va aussi créer de la collaboration. Et puis on développe sa capacité à émettre et sa capacité à recevoir. Alors, je voudrais juste conclure par cette phrase, c'est: est-ce que vous aimeriez voir émerger un monde plus assertif? À vous de jouer, parce que, comme vous l'avez vu, c'est la responsabilité de chacun, responsabilité individuelle, et que le changement commence d'abord par nous. J'aurais pu mettre cette phrase de Gandhi aussi, qui dit: soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Donc si déjà nous, à notre niveau, on commence à développer ça, on peut aussi faire des petits et puis créer un monde un petit peu plus beau. Voilà. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous avez noté des questions? Est-ce qu'il y a des points de clarification?
ça vous laisse sans voix. Il y a eu une stratégie d'acteur par rapport au dialogue social et la réforme des retraites, mais à t'entendre, je trouvais qu'on pouvait aussi analyser la posture de Madame Borne et la posture des syndicats dans une volonté pour les uns de venir discuter, de l'autre de dire non, ce sera comme ça, et dès le début, je bloque toute manœuvre de discussion 64 ans et rien d'autre. Est-ce que tu as eu envie d'analyser un peu comment ça s'est passé, quoi? Moi, j'arrête. On dit qu'ils ont été bloquants dès le début, donc ça ne risquait pas de s'arranger. Et puis même encore maintenant. Après, forcément, l'assertivité, parfois, il y a des situations qui, alors je ne dis pas que c'est le cas là, mais il y a des cas de figure où des situations d'urgence, alors tout dépend où tu es une situation d'urgence, où effectivement, tu es obligé d'imposer des choses. C'est sûr que si ta maison brûle, tu ne vas pas dire à tes enfants, bon allez les enfants, réveillez-vous, ah j'ai pas envie de me lever, tu ne vas pas leur dire, bon alors, chérie, s'il vous plaît, tu vas pas prendre le temps, tu vas leur dire, allez hop, on sort et on sort de la maison, quoi. Donc après, il y a c'est des curseurs à poser, c'est toujours pareil, mais effectivement, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'envoyer comme message, et puis est-ce que dans cette circonstance-là, là dans la politique de toute façon, c'est pour ça que moi c'est pas des choses que je regarde, parce que je trouve que j'ai envie de mettre mon énergie ailleurs, mais on est dans des jeux de pouvoir de toute façon, et dès lors qu'on a du pouvoir, on est dans des stratégies qui ne sont pas assertives, parce que le but c'est d'avoir le pouvoir sur l'autre tout le temps. Donc, et quand on voit les débats entre candidats, ce serait beaucoup moins rigolo si on les voyait juste se faire des politesses. On voit bien que c'est pas comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Et en même temps, est-ce que ça pourrait changer, est-ce que ça pourrait fonctionner différemment? La question c'est ça, c'est que nos structures et nos gouvernements fonctionnent de cette manière-là parce que voilà, on est dans un environnement, dans une société qui a toujours fonctionner selon des enjeux de pouvoir, et on est resté là-dedans. Maintenant, est-ce que c'est totalement utopiste d'imaginer qu'on pourrait fonctionner différemment? Je ne sais pas. Mais ce serait... il faudrait que tout le monde soit embarqué sur la difficulté, c'est qu'il faudrait que tout le monde soit capable aussi de travailler de façon individuelle sur soi, et ça, malheureusement, c'est pas forcément gagné, quoi. Et puis, quand il y a effectivement des intérêts qui sont très 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 divergents, forcément, c'est encore plus compliqué de trouver ce fameux terrain d'entente. Avec des voix qui sont avec... Et on voit bien qu'à chaque fois, les expériences personnelles viennent au centre, parce qu'on va prendre des exemples vraiment de niche, on va travailler là-dessus pour essayer d'attirer l'attention sur des petites choses, mais il y a tellement de diversité dans ce qui est apporté que c'est des enjeux qui sont super compliqués. Moi, j'aimerais pas être à leur place, franchement, que ce soit d'un côté ou de l'autre, parce que c'est des sujets qui sont... Mais pour le coup, c'est des gens qui sont dans la confrontation, parce que c'est leur manière de fonctionner, d'exister, et puis ça fait aussi bouger les lignes, parce que des fois, tu es obligé d'aller là-dedans, parce que c'est aussi comme ça que tu fais bouger les systèmes. Vous avez des questions? Moi, j'ai une question. Ouais. À mon avis, il est quand même difficile de ne pas faire de supposition sur le comportement de l'autre. Malgré toi, tu interprètes verbal, semi-verbal, tu interprètes l'autre. Spontanément, tu fais des suppositions. Sur quoi se basent tes suppositions? Voilà, l'interprétation. Sur soi. En fait, l'idée, c'est qu'on va avoir des perceptions. On peut capter des choses. Et tant mieux, parce que c'est ça qui nous permet de vivre ensemble. Et c'est vrai que majoritairement, c'est le non-verbal qui va nous donner des informations. Quelqu'un qui dit je suis super heureux d'être là aujourd'hui, je suis content. Sa parole ne suffit pas. À un moment donné, tu dis il y a un truc qui colle pas, quoi. Donc forcément, tu captes qu'il y ait... Alors là, c'est ça. La supposition, la question c'est, est-ce que c'est une supposition ou c'est une perception? La question c'est, si c'est une perception, c'est je perçois qu'il y a une incohérence entre son verbal et son non-verbal. Donc,
la supposition, ce serait il doit m'en vouloir parce que j'ai pas fait telle chose. Ou tiens, il a encore dû se faire engueuler par sa femme ce matin. Quoi. Ça, c'est une supposition. C'est qu'en fait, c'est de l'ordre du. C'est basé sur rien. Donc, tu as une perception. Maintenant, c'est qu'est-ce que je fais pour sortir de ma supposition? C'est j'apprends, et c'est ça, la posture assertive. J'apprends à aller vers l'autre en me disant tu me dis que tu es heureux, mais j'ai le sentiment que je perçois que tu as l'air plutôt au contraire fatigué, malheureux, contrarié, etc. Et c'est là où mais cette démarche d'aller poser des questions, en fait, elle est très peu courante parce qu'on n'est pas habitué, parce qu'on a toujours l'impression qu'on va déranger l'autre, qu'on va le mettre mal à l'aise, etc. Alors que si le terrain de confiance il est là, la personne justement, et c'est tout l'enjeu, c'est que quand il y a une capacité à créer de la confiance, si tu poses cette question-là, la plupart du temps, la personne, elle va prendre la perche. Parce qu'en fait, elle attend que ça, que tu le perçoives, mais qu'elle n'a pas la capacité, elle, à exprimer les choses en te disant clairement, non, en fait, je ne suis pas très en forme ce matin, voilà, j'ai eu des soucis, etc. Quoi. Et elle va faire politiquement correct, oui, ça va. Alors qu'en fait, le message inverse, toi, tu perçois le message inverse. Donc, la responsabilité, c'est est-ce que c'est ma responsabilité? Si ça me pose un problème, alors après, tu peux aussi t'en foutre, te dire, ok, j'ai pas ça. Okay, fais ce qu'il veut et j'ai rien, mais si c'est important pour toi à ce moment-là d'être dans la confiance, ta responsabilité c'est de dire comment je peux créer de la confiance et lui faire comprendre que j'ai le sentiment qu'elle est pas forcément en forme. Quoi. Et à ce moment-là, lui montrer que j'ai de l'intérêt pour elle, lui montrer que finalement je pense qu'il y a son besoin d'être aimé, d'appartenir à ça, etc. Mais, une différence effectivement entre qu'est-ce que je perçois et qu'est-ce que j'en fais en fait. Ça répond à ta question? Oui. Ouais. Merci. Je trouve parfois dans la communication qu'il y a des incompréhensions qui sont dues, à mon sens, à une forme d'égocentrisme. Par exemple, tout con, tu passes une nuit pourrie, tu te confies à ta moitié, le matin, j'ai passé une nuit de merde. Et là, elle répond, ah non, moi j'ai super bien dormi. Et je m'en fous en fait. Moi je te dis que j'ai mal dormi. Et ça fait, c'est juste un exemple, mais ça passe beaucoup, très souvent comme ça. Donc, bien sûr. Faut être assertif, mais des fois, on n'a pas envie. En fait, l'idée c'est pareil. Moi je sais que c'est quelque chose que je dis des fois. Je dis, mais moi quand je te dis ça, j'ai pas envie. Je t'exprime ça parce qu'en fait, j'étais encore en formation sur la gestion du stress et on parlait un peu de tous ces sujets-là. Et je leur disais, c'est comme quelqu'un qui, tu veux dire, oh là là, je suis embêtée avec mon truc, je sais pas comment me débrouiller. Et ils arrivent, ils vont dire, ah ouais, tu devrais faire comme si, enfin voilà, c'est pareil, ils arrivent avec le mode sauveur, je te donne un conseil, machin. Je suis pas au point. Ou bien, oh là là, moi je trouve que, oh mais non, pas du tout, et hop, on rejette. Mais en fait, c'est ça, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas d'écoute. Donc, une fois de plus, finalement, sa responsabilité individuelle, c'est aussi d'être capable d'exprimer l'autre, de dire, tu sais, quand je t'exprime ce matin que j'ai mal dormi, la seule chose que j'ai envie de me dire, c'est peut-être que tu me traites dans tes bras, que, je sais pas, tu m'écoutes, dire, ah bon, tu t'intéresses à moi, et ta responsabilité à ce moment-là, ton besoin, en fait, la question, c'est quoi ton besoin quand toi t'exprimes ça? C'est qu'est-ce que tu cherches à obtenir de l'autre quand tu exprimes ça? Peut-être un besoin juste d'être reconnu, tu as peut-être juste un besoin que, voilà, ta femme elle parle moins fort parce qu'elle te raconte ses rêves, j'en sais rien, tu vois. Mais c'est ça, c'est ma responsabilité dans ce qui se passe, c'est quoi? Parce que si je sens une émotion inconfortable, c'est qu'il y a une frustration, qu'il y a un besoin qui n'est pas nourri. On revient toujours au même. Hein. Donc c'est quoi le besoin que je ne nourris pas là dans l'échange? Moi ça m'emmerde qu'elle me réponde ça, non, mais je vais lui dire, écoute, chérie, tu sais, quand tu me partages ça, moi je suis contente que tu aies bien dormi, mais moi j'aimerais que, je sais pas, t'écoutes le fait que j'ai pas bien dormi, que moi je me suis pas sentie entendue dans mon truc, quoi. Et tu fais grandir l'autre en fait là-dedans aussi. Et c'est ça qu'il faut voir, c'est que plus vous êtes capable d'exprimer aussi, vous, qu'est-ce qui se passe pour vous, et vous transmettez. Ouais, mais des fois le matin, t'as pas cette lucidité là, tu vois. Alors, retourne te coucher. Non, pas forcément. Non, mais bien sûr, mais parce que c'est un travail, aussi. Mais le truc, c'est à quel moment je décide de le faire. Alors, c'est peut-être pas le matin que tu vas commencer, mais c'est à quel moment je commence à bouger les lignes aussi de ma relation à l'autre, à bouger les lignes de qu'est-ce que je m'autorise à dire, à pas dire. Pour que petit à petit l'autre comprenne que toi tu as envie peut-être d'aller dans une autre forme de dialogue, quoi. Mais c'est sûr que si tu le fais au petit déjeuner, que tu n'es pas trop réveillé, c'est peut-être pas le moment. Mais si c'est important pour toi, il y a certainement tout un tas d'autres opportunités qui s'offrent à toi, que tu pourrais saisir, voilà, pour commencer à le dire, quoi. Et c'est passionnant, hein, parce que quand on commence à poser des questions aux gens et à leur demander, mais quand tu fais ça, mais c'est quoi ton besoin? Et la plupart du temps, des points d'accroche entre les gens, c'est parce qu'en fait, ils veulent passer un moment ensemble,
mais ils ne recherchent pas à nourrir la même chose. Et pas longtemps, on est parti se promener en vélo, et moi, je fais beaucoup de vélo avec mon conjoint, et on part en vélo. Et donc, bon, moi, j'aime pas prendre tout le temps les mêmes chemins, j'aime bien découvrir et tout. Voilà. Donc, moi, je prends le vélo, ok, mais mon besoin, c'est d'aller découvrir des endroits, des petits chemins sympas, des trucs, changer un petit peu. Et donc, on commence à partir. Donc moi, je suis en train de regarder les GPS, et puis, ouais, bon, on y va. Et puis, bon, on commence à s'énerver parce qu'il voulait partir absolument. Et puis, alors, je dis, bon, on va partir par là. Et puis, la route, il dit pas, mais non, on n'a qu'à prendre là. Et puis, lui, il reprenait la route qu'on prenait habituellement. Et moi, ça commence à me saouler. Et en fait, je réagis, je me dis, mais en fait, lui, c'était son besoin, c'était d'aller chercher des goémons sur la plage pour le ramener faire la permaculture à la maison. Donc, lui, c'était son seul truc, c'était d'arriver à la plage. Donc, lui, il s'en fichait du chemin qu'on allait prendre. Moi, mon besoin, c'était d'aller chercher des chemins différents et tout, et même si on arrivait à la plage ou ailleurs. Donc, en fait, on vivait un moment ensemble, mais avec des besoins différents. Donc, ça veut dire que forcément, si tu n'es pas capable de mettre les mots sur, tu vois, ouais, mais moi, mon besoin, là, c'est d'aller me promener, j'aimerais bien qu'on trouve un chemin différent. Et il dit, bah ouais, mais moi, j'aimerais aller à la plage. Ok, et ben on va trouver un chemin différent pour aller à la plage, et hop, ça y est, on trouve un besoin, on trouve la solution, quoi. Et souvent, les problématiques de communication, c'est juste ça, c'est prenons le temps de déconstruire nos besoins et demandons-nous qu'est-ce que je cherche à nourrir vraiment là. Et quand on l'a, et là, on peut l'exprimer à l'autre, et là, on peut trouver des solutions ensemble. Mais tant qu'on n'est pas dans la conscience de qu'est-ce qui se passe pour moi, en fait, on s'énerve, et puis on dit que c'est la faute de l'autre, parce qu'il ne comprend rien, s'il a pété la plaque, tu veux pas mon bonheur, je crois que tu m'aimais. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de la rancœur après une confrontation? Une des techniques aussi après une altercation peut être de se replier, en disant bon, j'arrête de discuter, ça sert à rien. L'autre peut comprendre qu'il est allé trop loin dans les mots. L'un est blessé, l'autre est persuadé d'avoir entre guillemets gagné la clôture du dialogue. Qu'est-ce qu'on fait de l'étape d'après, l'espèce de ressentiment C'est un vrai sujet, ça. Hein. Ouais. Celui qui croit avoir entre guillemets gagné la confrontation, pas le gagnant, mais on a du mal avec ça. Ouais. Alors moi aussi, ça fait partie des choses qui sont compliquées parfois, mais je crois que la première étape, c'est, une fois de plus, on est responsable. Donc on est responsable de ce qu'on vit à travers ce PC. Donc c'est soit effectivement, tu as le sentiment que les mots en face n'ont pas été corrects et d'être capable d'exprimer. Bah oui, tu vois, tel mot par exemple, moi ça m'a fait sortir mes ponts parce que voilà moi ce que je mets derrière tel mot, quand tu dis tel mot, il ça pour moi. Voilà. Et ça c'est pas, ça peut être le moyen aussi de poser des limites, c'est d'être conscient aussi que parfois peut-être que je pose pas assez de limites et que je me laisse embarquer dans des situations qui sont pas bonnes pour moi, mais parce que au départ à la base, je suis, peut-être je sais pas, j'ai tendance à vouloir faire plaisir, machin, donc je me laisse aller jusqu'au moment où j'arrive à un point de non-retour et puis j'ai l'impression que l'autre, justement, comme tu dis, a pris le pouvoir sur moi. Mais je suis aussi responsable de ce que je crée dans la relation. Donc ça veut dire que si l'autre prend le pouvoir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je lui ai laissé prendre ce pouvoir, entre guillemets. Je lui ai fait croire qu'il avait du pouvoir. Donc l'idée, c'est quelle est ma part déjà dans ce qui se passe là et d'être capable de parler de soi, en fait. La seule personne que vous connaissez vraiment bien, c'est vous-même, en fait. Donc plus vous allez vous connaître, et plus ça va être facile aussi de parler de vous à l'autre et que lui aussi vous comprenne. La difficulté, c'est que l'autre est capable d'entendre qui vous êtes. Parfois, il y a des gens qui n'ont pas forcément envie et puis qui sont justement tellement dans leur truc de dire moi, il n'y a que ma vérité qui est bonne et l'autre, ouais, c'est n'importe quoi ce que tu penses, etc. Voilà, il n'y a pas de dialogue possible. Et puis, il y a le degré d'intensité émotionnelle qu'on crée dans l'embarcation. Il y a des gens qui ont, j'en fais partie aussi, au niveau émotionnel, voilà. C'est un impact très fort, ça peut être très fort, et c'est vrai que j'ai l'impression des fois d'être obligé de sortir de l'eau. On est descendu au fond de la piscine et puis d'avoir besoin de ce temps. Mais ça aussi, c'est se connaître, c'est finalement de quoi j'ai besoin moi quand j'ai eu un échange avec quelqu'un et que ça m'a fait, où j'ai un petit peu de mal. Eh ben, j'ai besoin peut-être d'avoir un petit sas de respiration, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Il y a des gens qui repartent très vite, quoi. Donc, c'est effacé, ça repart tout de suite. Les gens ont cette capacité. Pourquoi t'es comme ça? Et il y a des gens qui l'ont pas. Et c'est d'accepter et de ne pas se forcer à se dire je dois absolument apprendre à revenir vers l'autre. Non, à un moment donné, c'est peut-être juste je dois me donner ce temps parce que c'est nécessaire pour moi pour me reconstruire, pour apaiser mon émotion, etc. Mais maintenant, je me prends en charge par contre voilà, j'observe mes pensées, j'observe que si je continue aussi à entretenir ces pensées-là, je ne vais pas sortir de mon état émotionnel parce que je continue à dire que l'autre ne s'est pas bien comporté avec moi, que je ne suis pas quelqu'un de bien, machin, blablabla. Donc c'est déjà, j'observe mes pensées et je bouge le ligne de mes pensées. En disant maintenant, bon, j'apprends à nourrir d'autres choses,
je mets mon focus à un autre endroit, je clarifie un petit peu, j'apaise les émotions, je me fais du bien, etc. Et puis quand je me sens prêt, je vais vers l'autre. Et je régule aussi avec l'autre. Je pose des choses pour voilà, réguler des choses, pour faire quand nos relations, les deux grandissent, enfin, les deux et puis après les autres aussi, en fonction de la personne. Mais n'oubliez pas que nous sommes un système, nous fonctionnons dans des systèmes, c'est un système de couple, un système familial, professionnel. Nous sommes un élément d'un plus grand système. Donc tout changement chez nous peut avoir un impact sur l'extérieur et inversement. Donc, déjà, si nous, on est responsable de nous, ça change les choses. Ouais, comment est-ce que tu amènes ça dans un cadre professionnel de dire je ressens? Parce que ça, c'est tabou. Enfin, la question, c'est est-ce que toi, tu penses que tu dois t'accrocher à la présence de cette tabou? Et qu'est-ce qui ferait que, est-ce que tu ne pourrais pas être la personne qui va changer aussi En fait, c'est peut-être la personne qui peut ouvrir une nouvelle voie. En disant, personnellement, je pense que. Parce qu'on a tendance à penser qu'on devient des robots quand on est en entreprise, mais on est d'abord des humains. Quoi. Ils ont tous un cœur qui bat, même en entreprise. Ça n'arrête pas de battre parce qu'on rentre en entreprise. Et une entreprise, c'est un lieu incroyable, justement, d'émotions, d'échanges. Et au contraire, plus on prend les gens dans leur dimension humaine, et plus on va être dans des dialogues authentiques, et plus aussi on va clarifier, et on va être dans l'amélioration de l'ambiance, du climat, de la communication et du fonctionnement des choses, quoi. Et si on reste accroché au fait de dire je ne peux pas parler d'émotion parce que pour moi c'est tabou, en fait la question c'est est-ce que le tabou doit être. C'est inapproprié, comment dire. Communication non violente, ça parle pas à tout le monde, enfin tu vois, tout le monde, ça fait rire certains, La question c'est est-ce que tu fais les choses pour répondre aux besoins des autres ou est-ce que tu décides de répondre à tes propres besoins? En fait c'est ça, c'est est-ce que mes besoins sont suffisamment importants pour que je m'autorise à essayer de vivre même en entreprise ou parce que c'est toujours pareil, c'est je m'autorise pas parce que j'ai l'impression que, mais dans ces cas-là si tu le fais pas, c'est-à-dire que tu réponds aux besoins des autres et pas aux tiens. Donc c'est quoi mon besoin en entreprise? Moi, dans mon entreprise, j'aimerais bien aussi pouvoir de temps en temps exprimer que, que je me sens en colère quand quelqu'un agit de cette manière-là, que ça crée chez moi une colère. Parce que l'émotion, elle est là. C'est juste qu'elle n'est pas nommée, mais elle est là chez tout le monde, tout le temps. Donc, et ça, effectivement, c'est un parti pris, c'est une responsabilité individuelle à prendre, qui n'est pas forcément simple, c'est clair. Et en même temps, c'est qui j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie d'envoyer moi comme message. Ma responsabilité dans le système, c'est d'envoyer, moi j'appelle ça signature énergétique, c'est qui j'ai envie d'être dans le système. Est-ce que j'ai envie d'être la personne qui va faire comme les autres, même si elle rencontre et tout, parce que je trouve que même ça ne me convient pas et je trouve que c'est pas terrible, parce que je suis la personne qui a affirmé, qui est dans son truc et qui pense que c'est vachement bien d'être dans la communication non violente ou tout au moins l'expression de ce qui se passe, parce que je pense que c'est bon pour le système, et moi j'assume le fait d'y être. Et là on est dans l'affirmation. Tu voulais ajouter quelque chose? Je suis un peu confrontée, je pense, aux mêmes univers, du coup en entreprise, en équipe. Il y a des choses qui deviennent plus compliquées, alors sans vouloir toujours accuser les autres univers, je sais que j'ai mon travail à faire, mais je vais y revenir. Mais juste avant, peut-être ce qui peut aider, certains chefs qui sont bien conscients qu'il peut y avoir des décalages lorsqu'on perçoit, mettent en place des séances de rétrospective pour faire un bilan de ce qui n'a pas marché. On peut peut-être suggérer ça. Ça, c'est le cas un peu idéal aujourd'hui. Je trouve que c'est de plus en plus compliqué quand on est dans les grands groupes, parce que, en tout cas, moi, dans les différentes situations où j'étais les dernières années, il y a des gens qui sont devenus très bons là-dedans. Il y a, en plus des systèmes qui font que la communication peut être plus compliquée, si l'équipe est très grosse, si c'est un fort enjeu, si c'est en anglais, si c'est en télétravail, si c'est, etc. Tout ça, ça s'empile. Les managers sont formés à certaines choses, mais pas tout. Et aujourd'hui, moi, ce que je vois se répéter, c'est quand même des situations de gens qui ont appris à parler de manière très positive, qui gèrent hyper bien le paraverbal, justement. Et on est parfois quasiment, j'ai retenu un terme que j'avais chopé, au bord de l'hypnose. C'est vraiment ça. Il y a des gens qui monopolisent complètement, tout le long. Et on est à moi j'ai vu plusieurs fois des situations où des équipes perdent carrément contact avec ce que j'appelle la réalité. On perd des gens, on a des gens qui partent en burn-out, on oublie par exemple des dépendances importantes, des choses
vraiment la compréhension de la réalité, alors qu'on est dans un flux de positivité permanent. Et appris par cœur. Et il faut bien le dire, de frime, moi j'appelle ça bêtement comme ça, de mise en avant. Alors, je suis pas, alors moi évidemment ça m'énerve un peu parce que je suis pas très fort pour le faire, mais il y a quand même des gens qui sont très très forts, il y a quand même des enjeux de pouvoir et de reconnaissance vis-à-vis du chef, comme vis-à-vis de l'autorité, c'est pas neutre tout ça. Il y a des bénéfices parfois très financiers, des de pouvoir, qui sont en jeu, et je trouve qu'avec les outils actuels et l'augmentation des équipes, des enjeux financiers, etc., ça a plutôt tendance à s'accélérer. Alors c'est peut-être un ressenti biaisé de ma part, mais non mais je comprends ce que c'est tu veux souvent. dire. Mais je suis, alors tu vois, ça fait écho parce que pour moi ça résonne aussi sur justement le développement personnel et tout. On voit beaucoup de gens qui prônent là, ah oui, on doit tous être heureux, le bonheur, machin, puis on est super lisse, machin et tout. Moi, ça me, j'ai envie d'utiliser un terme aussi, mais je ne le ferai pas. Ça m'ennuie. Parce que en fait, c'est relier notre part d'humanité. C'est-à-dire pour nous, on a tous des parts où parfois on peut être irrité, parfois on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de tout, c'est tant qu'on est responsable de ce qui se passe pour nous et tant qu'on finalement on l'assume, mais vraiment, quoi. Et tant qu'on a une intention aussi positive pour ce qui nous entoure. Mais c'est vrai que c'est envoyer des espèces de messages qui sont biaisés. Et une fois de plus, l'assertivité, c'est un outil, mais qui est au service de quoi? Toujours pareil, c'est au service de quoi je le mets, l'assertivité. Et quand on parle de manipulation, la manipulation c'est pareil, on dit, c'est pas bien manipuler. Bah si, on manipule tous en fait. On manipule tous, mais c'est au service de quoi je manipule? Si je manipule effectivement, quand je manipule quelqu'un parce que je lui fais un sourire, moi je manipule ma caissière parce que quand je la vois, je lui fais un grand sourire parce que j'ai envie de passer un moment agréable, je lui fais un grand sourire, bonjour, vous allez bien? Elle va me sourire en retour, je la manipule. Parce que j'incite à me sourire, parce que moi c'est plus agréable pour moi. Donc c'est une forme de manipulation. Et c'est dans l'intention, on revient toujours à cette notion d'intention, l'intention elle est positive, parce qu'au final c'est bon pour elle aussi. Mais la manipulation, elle peut être aussi dans un truc, comme tu dis, bon, c'est un peu hypnotique, on passe le truc. Et pour moi, est-ce qu'on est dans l'authenticité? Pour moi, l'assertivité, la vraie assertivité, c'est une assertivité qui est authentique. C'est-à-dire que l'assertivité, c'est vrai que je vous ai dit, j'ai même pas mis positif. C'est-à-dire que parfois, on peut être assertif et par des sujets très sérieux en étant assertif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, exprimer avec force aussi ses opinions. Mais l'idée, c'est juste que l'autre, il soit capable d'exprimer les siennes et qu'il ne se sente pas ni écrasé, ni inférieur parce qu'il les exprime, en fait. Mais ça peut être un rapport, ça peut quand même être un rapport de force, quand même. Sauf que l'idée, c'est quand même de faire avancer le truc, parce que c'est juste, je te dis mon truc, toi tu me dis mon truc, je te dis mon truc, tu dis mon truc, bon, ça ne mène à rien, quoi. Donc ça crée quelque chose. Donc, ça donne des bonnes notes aux évaluations, quand même, dessus, c'est ça aussi. Ouais. Mais là, ils portent des beaux masques de conformité, en fait, il faut faire ça parce que c'est bon pour le système. Donc en fait, on n'est pas dans l'authenticité, là, on est plutôt dans. J'endosse un dessus parce que c'est bien de l'endosser. Je me modèle à ce qu'on attend de moi, quoi. Mais oui, plus il y a de monde et plus c'est compliqué souvent, parce que c'est difficile d'intégrer tout le monde. On pense parfois qu'il y a une solution de l'assertivité, vous vous comportez comme ça, hop, ça y est, c'est la solution. C'est tellement plus complexe que ça, quoi. C'est pour ça que là, c'est quelque chose de très global, mais c'est tellement individuel par rapport au vécu de chacun. Il n'y a pas une solution miracle, quoi. Merci.